70% de l'impact de notre assiette vient de la façon dont les aliments sont produits. Fanny Giancetto, fondatrice d'Écotable, un projet pionnier qui accompagne les restaurateurs dans leur transition écologique et qui vous permet de trouver tous les restaurants gourmands et vertueux autour de chez vous. Moins de gaspillage égale plus de rentabilité. Mieux s'approvisionner égale des plats délicieux à coût maîtrisé. Aujourd'hui, plus de 250 restaurants labellisés Écotable prouvent qu'un modèle plus durable est possible. Un restaurant durable attire davantage de clients, facilite le recrutement et la fidélisation des équipes et réduit les coûts opérationnels. Envie de se régaler en toute éco-responsabilité? Dans ce nouvel épisode de Not Talk, Fanny explique comment un simple restaurant peut devenir un modèle durable et responsable tout en offrant une cuisine savoureuse et respectueuse de notre planète. De la lutte contre le gaspillage alimentaire aux alternatives au plastique, en passant par des solutions concrètes pour réduire les coûts et l'impact carbone, Fanny partage des clés concrètes pour réinventer notre façon de manger. Vous saurez tout sur l'impact des produits que l'on met dans notre assiette, les défis des restaurateurs et comment un bon choix peut transformer l'avenir. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Fanny, tu es une figure engagée dans la transition écologique. Tu as fondé le projet Écotable. Mais avant d'en parler plus sérieusement, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci Mehdi pour l'invitation. Tu l'as un petit peu fait en effet. Je suis Fanny Giancetto, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai fondé Écotable, mon 3e bébé il y a 5 ans maintenant. Et avec Écotable, on s'est fixé une mission qui est celui d'accompagner le secteur de la restauration. Quand je dis le secteur de la restauration, c'est au sens large. C'est la restauration indépendante, c'est-à-dire les restaurants que l'on voit en bas de chez soi, mais aussi la restauration collective, les cantines par exemple, et la restauration événementielle, par exemple dans des festivals. Donc nous, on s'est fixé une mission, c'est d'accompagner ce secteur de la restauration dans sa transition écologique. Parce que moi, à l'origine, en fait, je n'étais pas du tout vouée à faire de l'entrepreneuriat. J'ai fait un doctorat en droit et je me suis ensuite penchée sur les questions de droit de l'environnement notamment. Et j'ai participé dans ce cadre à l'affaire du siècle. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est cette action en inaction climatique contre l'État français qui a conduit à la pétition la plus signée en France de l'histoire. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai pris conscience de l'impact énorme de notre alimentation et du fait que la restauration avait évidemment son rôle à jouer dans ce cadre-là et qu'elle ne jouait pas vraiment ce rôle, en tout cas à l'époque. Donc voilà, ce challenge m'a du coup donné envie d'essayer de faire quelque chose de concret pour aider ces restaurateurs sur ces questions-là. C'est quoi qui t'a vraiment amené à partir là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? C'est quoi ta prise de conscience? Ma prise de conscience des enjeux écologiques ou ma prise de conscience qu'il fallait faire un truc pour la restauration? Ben, pourquoi tu es parti, alors plus on va dire le côté écologique, et ensuite pourquoi la restauration et pas un autre projet? Je crois que la question écologique, elle s'est faite tout naturellement au fur et à mesure au regard du constat gravissime actuel, quoi. Il n'y a pas eu un élément déclencheur en particulier, c'est le fait de grandir dans ce monde qui petit à petit m'a fait prendre conscience de ça. J'ai des parents qui sont plutôt écolos, mais qui sont pas du tout des ayatollahs non plus. Euh, voilà, j'ai lu énormément, j'ai commencé à regarder des films sur ce sujet et petit à petit, j'ai pris conscience de l'état dramatique des choses. Donc j'ai un peu vécu dans ce cadre-là une espèce d'angoisse, tu sais, environnementale, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais qui est, je trouve, difficile à vivre parce qu'en fait, quand on commence à lire des choses sur ce sujet, on se rend compte que l'avenir est quand même assez sombre, donc c'est extrêmement angoissant. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des choses. C'est que en fait, l'avenir étant angoissant, si on fait rien, de toute façon, c'est 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 difficile à accepter. Donc voilà, c'est ça qui a conduit à ce que je me fasse de la recherche en droit de l'environnement, à que je m'implique dans l'affaire du siècle, et ensuite à ce que je crée Écotable.
Alors, tu as parlé de transition écologique. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu peut-être une définition ou c'est quoi la transition écologique? Vaste mot, en effet, de la transition écologique. Bah, dans le terme transition, il y a transitionner, donc c'est aller d'un point A à un point B. L'idée aujourd'hui, le constat aujourd'hui, c'est que notre alimentation, c'est en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Suivant les études, c'est en gros entre un quart et un tiers. Et ça comprend, c'est de la fourche à la fourchette. Donc, il y a une grosse part des émissions qui se situent dans l'amont agricole, mais il y a aussi une partie non négligeable des émissions qui vient de l'aval, c'est-à-dire concrètement de nos assiettes et aussi évidemment du secteur de la restauration. Et donc, l'idée, quand je parle de transition écologique, c'est le constat que les restaurants, comme tout le monde, ont besoin de changer le modèle, ont besoin de changer de paradigme, ont besoin d'intégrer tous ces nouveaux enjeux dans leur activité, parce qu'on ne leur a pas appris à travailler comme ça. Le meilleur exemple, peut-être, c'est celui du film plastique. On apprend encore aujourd'hui aux futurs restaurateurs à utiliser du film plastique, à ne plus savoir quoi en faire. C'est vraiment des kilomètres de film plastique qui sont utilisés tous les ans par les restaurateurs. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en réalité, on peut se passer de ce film plastique. C'est qu'il faut repenser les méthodes de travail pour arriver à une restauration qui respecte en gros les limites planétaires. Eh ben, rentrons un petit peu plus dans le sujet. C'est quoi Écotable? C'est quoi sa mission? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est d'accélérer la transition écologique des restaurateurs, c'est de changer la filière en fait, hein. Nous, on essaye d'être ambitieux sur ce sujet, c'est que on veut que demain, le modèle, le restaurant idéal, le restaurant où on veut aller, c'est un restaurant engagé. C'est pas un autre restaurant, c'est celui qui respecte tout le monde, qui respecte la santé des clients, qui respecte la santé environnementale, qui respecte la santé animale. Donc, Écotable, c'est sa mission aujourd'hui et on essaye du coup de le faire en prenant en compte toutes les contraintes des restaurateurs, parce que c'est bien beau de dire on va faciliter la transition écologique des restaurateurs, mais voilà, concrètement, comment ça se passe? On a listé en gros toutes les difficultés pour les restaurateurs et on essaye de les tacler une à une. La première difficulté qu'a un restaurateur, c'est de mieux s'entourer. Trouver des agriculteurs, des éleveurs, des sociétés de recyclage, des personnes avec qui il va pouvoir travailler, qui sont en circuit court, qui sont durables. Donc nous, pour ça, on a développé un annuaire de fournisseurs qu'on donne à qui pardon, un annuaire de fournisseurs qui est accessible à tous nos adhérents restaurateurs. La deuxième chose, c'est que les restaurateurs doivent être conscients de leur impact pour pouvoir le réduire. Donc, on fait de la mesure d'impact environnemental pour lequel on a eu un crédit d'impôt recherche et on a eu le statut jeune entreprise innovante. C'est que concrètement, on a développé un audit environnemental qui permet à tout restaurateur de connaître son impact et ensuite d'être accompagné pour le réduire. On forme, parce que je t'ai parlé tout à l'heure de la formation des restaurateurs qui n'étaient pas encore très au fait sur ces questions-là. Donc, nous, on forme dans les écoles hôtelières, dans les lycées hôteliers, mais aussi au sein des restaurants. Et enfin, on met en avant les restaurateurs qui ont déjà une démarche aboutie, et ça, c'est le label Écotable. Il y a 3 niveaux de labellisation, un écotable, 2 écotables, 3 écotables, en fonction de l'empreinte écologique du restaurant. Et le but, c'est ensuite que ça fonctionne comme un guide gastronomique et de faire venir des clients dans ces restaurants. Nous, on est intimement convaincus que c'est et ça va devenir un critère de choix. J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui, es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Alors, on va reprendre tous ces points un par un pour essayer un peu de les détailler. Mais avant, j'aimerais que tu nous dises un peu c'est quoi le bénéfice
euh, pour le restaurateur et également pour le client, la personne qui va venir manger dans le restaurant. Parce que là, on parle de transition écologique et on peut se dire que euh, c'est chiant, c'est difficile, c'est négatif. Et en fait, peut-être que les auditeurs, ils ont un peu de mal à voir c'est quoi le point positif, qui gagne quoi dans cette transition. Ouais, bah nous c'est exactement l'inverse qu'on essaye de faire valoir. On essaye de faire valoir que l'écologie c'est loin d'être chiant et que c'est hyper enthousiasmant. En gros, aujourd'hui, on est dans un monde qui est clairement en décomposition, que ça soit écologique, que ça soit politique, que ça soit diplomatique. Clairement, on regarde les infos, ça ne va pas. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que l'écologie, c'est une autre façon de voir les choses, c'est un autre discours qui est pour le coup enthousiasmant, c'est-à-dire de dire on va vivre tout en respectant tous les êtres vivants et en vivant de manière cohérente avec la nature. Et donc, au contraire, c'est plein de bonnes choses. On va manger plus sainement, on va se passer des produits chimiques, on va manger des meilleures choses qui seront plus nutritives, etc. Donc ça, c'est le discours qu'on essaye de tenir chez Ecotable. Maintenant, quel est l'intérêt? L'intérêt pour côté restaurateur, il va être double. En gros, c'est concrètement aujourd'hui faire des économies, notamment parce que écologie et économie riment. On va tacler le gaspillage alimentaire, on va réduire sa consommation d'électricité, réduire sa consommation d'eau. On va en principe aussi transitionner sur les matières premières, donc on va faire moins de viande, plus de légumes, plus de végétal dans l'assiette. On va réfléchir à ce qu'on met dans son assiette. Après, oui, aujourd'hui, ça coûte plus cher d'être engagé que de ne pas l'être. Donc, c'est une réflexion de comment on organise tout ça. Parce que si on se met, par exemple, à faire 100% de bio, eh ben, c'est sûr, alors qu'on faisait 100% de conventionnel, c'est sûr que le coût va augmenter. Mais voilà, si on réduit son gaspillage alimentaire, comme je le disais, si on réfléchit à d'autres éléments, c'est plus intéressant. Il y a aussi que c'est plus facile de recruter quand on a un restaurant engagé. C'est un secteur qui est en grande difficulté de recrutement et les marques de restaurateurs, les restaurateurs qui mettent en avant ces engagements, on sait qu'ils recrutent davantage et qu'ils retiennent aussi davantage leurs collaborateurs. Et c'est aussi une marque de fidélité avec les clients. Les clients ont généralement envie de manger des produits qui sont bien faits, qui sont bien produits, pardon, et avec des plats qui sont faits maison, etc. Donc, ça, c'est les avantages côté restaurateur. Côté grand public, bah, c'est de trouver des restaurants qui sont qualitatifs. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est oui, on n'est pas le guide Michelin, on n'est pas le fooding, on teste pas le goût, mais en réalité, le goût va avec la question écologique. On va manger des produits qui sont bons en fait. Et donc nos restaurants, on est intimement convaincus qu'ils sont délicieux et qu'en plus c'est satisfaisant d'aller dans un restaurant écotable parce qu'on sait que bah, les produits sont bien choisis, que les gens sont bien traités dans le restaurant, etc. etc. Tu as parlé d'un annuaire. Comment est-ce que vous choisissez les personnes que vous intégrez dans votre annuaire de fournisseurs? C'est quoi les critères clés que vous utilisez? Bah, le premier critère, déjà, c'est de travailler avec la restauration, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des producteurs qui travaillent avec la restauration. C'est une logistique qui est particulière. Et ensuite, il faut que ça réponde à ce qu'on définit, nous, comme durable. Donc, on a dû se pencher au début d'Ecotable sur c'est quoi une agriculture durable. Pour nous, une agriculture durable, c'est en gros une agriculture qui se passe des intrants chimiques. Donc, en ça, c'est une agriculture biologique, mais qui peut aussi aller plus loin en intégrant la philosophie de la permaculture, du polyculture élevage, etc. Donc c'est vraiment une agriculture qui permet, en fait, encore une fois, une agriculture qui respecte les limites planétaires. Et pour ça, eh ben, on va intégrer tous les fournisseurs en matière alimentaire qui répondent à ces questions-là. Donc, ça va être beaucoup de personnes en bio. Et pour ceux qui ne sont pas en bio, ça va être ceux qui ont une démarche particulièrement poussée.
Et ensuite, on va aussi intégrer tous les autres éléments parce qu'un restaurateur, il ne fait pas que faire à manger, il nettoie donc les produits d'entretien écologique. Il choisit des matériaux pour ses tables, il choisit du textile pour ses nappes, par exemple, pour ses serviettes, etc. C'est tous les fournisseurs comme ça qui vont se démarquer sur des engagements écologiques. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps au restaurateur. Le restaurateur, il n'a pas tellement de temps de sortir de son restaurant et d'aller trouver tous ses fournisseurs. Et donc, le but, c'est qu'on lui fasse gagner du temps avec cet annuaire. Alors, tu as parlé d'un audit. Alors là, j'ai plusieurs questions. Alors déjà, comment se déroule l'audit d'un établissement, d'un restaurant classique, on va dire? Ouais, bah il va se connecter sur notre plateforme pro qu'on trouve sur ecotable.fr. Il y a un petit onglet Pro et bah, il va d'abord répondre à peu près 200 ou 250 questions qui va permettre de faire l'état des lieux de ces pratiques. Donc, c'est 250 questions sur 8 axes. Les axes, c'est l'approvisionnement, donc tout ce qu'il achète, la carte, la santé, les ressources naturelles, les déchets, le non alimentaire, donc ce que je te disais, les matériaux, les produits d'entretien, etc. L'éthique et le social, puisque nous, on ne sépare pas environnement et social, et la question du bien-être au travail, notamment dans la restauration, elle est très forte. Et la communication, comment il communique ses engagements à ses équipes, mais aussi à ses clients. Donc, on analyse ces 8 critères et ensuite, pour chacune des réponses, on lui demande de les justifier avec un dépôt de facture. Dépôt de facture entre 1 et 3 mois. Et nous, à partir de ces factures, on va faire un audit, c'est-à-dire qu'on va regarder on va comparer déjà ces réponses par rapport à ce qu'il nous dit. Et on va aussi calculer un pourcentage de produits durables pour lequel on va pouvoir établir son impact et éventuellement savoir s'il peut être labellisé ou pas si on est dans une démarche de labellisation. Oui, ça demande quand même un vrai investissement de la part du restaurateur de fournir quand même toutes ces informations. Oui, après, c'est pas extrêmement long de fournir des factures, hein. Je pense remplir le questionnaire, c'est 15 minutes et ensuite, il met ses factures en ligne. Nous, on peut lui faire gagner. Il y en a certains pour qui ça peut être plus compliqué, donc parfois on se déplace et il peut nous mettre en lien avec son comptable. Et on essaye aujourd'hui, comme c'est une plateforme internet qu'on a développée, de mettre en lien avec les plateformes de comptabilité pour récupérer directement les factures. Et donc, une fois que le restaurateur il a rempli ce questionnaire, il passe à l'étape suivante. Oui, c'est ça, il remplit le questionnaire, il remplit les factures et après, c'est nous qui faisons le travail. Nous, comme je te disais, on analyse toutes les factures. Déjà, on vérifie s'il ne manque pas de factures parce que si tu vois, on a le menu du restaurant. Si on voit au regard du menu qu'il manque des choses, on va lui demander de compléter. Et après, on va regarder, par exemple, sur la viande, on va regarder où il se fournit. Est-ce que c'est un élevage intensif? Est-ce que c'est un élevage extensif? Quel type de viande, etc. Et on va faire ça pour tous les produits. Et donc, vous donnez un score. Comment est-ce que ça se passe, la notation là-dessus? Ouais, on a développé ce qu'on appelle le Resto Score. Donc, comme le Nutri-Score ou l'Esco-Score, c'est un score sous format ABCDE. Le but, c'est de rendre très intelligible immédiatement au restaurateur son impact. C'est qu'il comprenne immédiatement où il en est. Est-ce qu'il est A et c'est super, ou est-ce qu'il est plutôt E? Comme ça, d'ailleurs, tout le monde peut avoir un impact. C'est une note. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on travaille aussi bien avec des restaurants très engagés qu'avec Hippopotamus, qui va calculer pour Hippopotamus son resto score pour pouvoir derrière s'améliorer. Donc, tous les restaurants peuvent calculer leur resto score. En revanche, tous les restaurants, évidemment, ne peuvent pas être labellisés. C'est-à-dire pour ceux qui veulent être labellisés et qui peuvent être labellisés, c'est un audit particulier dans lequel on va vérifier le cahier des charges du label, donc des critères obligatoires, le respect des saisons par exemple, un certain pourcentage de produits durables, le fait que la viande soit en 100% extensive et française, etc. Alors, que on comprenne bien, donc tout le monde peut effectuer le questionnaire. Ça, c'est la partie un peu gratuite. Et ensuite, si on veut être labellisé, c'est la version payante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Non, c'est pas vraiment ça en fait. C'est que tout le monde peut avoir le resto score s'il fait son audit, mais un audit, c'est pas gratuit. On n'a pas nous, on n'a pas de version freemium pour la simple raison que quand on accède à la plateforme Écotable, on n'a pas seulement l'audit dessus, on a aussi tout l'annuaire des fournisseurs dont je t'ai parlé et des formations en ligne.
Donc tout ça, on estime quand même que ça a été un temps de travail extrêmement conséquent, donc on a besoin de le valoriser économiquement. Donc il n'y a pas de version freemium. Maintenant, il y a une version très peu chère qui est aux alentours de 250 €, qui donne accès seulement au questionnaire et aux autres ressources. La plupart des gens prennent la version plus importante, qui est à peu près de 1 000 € par an, dans lesquels il va y avoir l'audit environnemental dedans. Les restaurateurs, quand ils font leur audit environnemental, ils ont ce Resto Score. C'est ce que je te disais. Le Resto Score, c'est juste la note de cet audit. Est-ce que tu as A, B, C, D ou E? Maintenant, ceux qui ont un Resto Score A, B ou C, ils peuvent en plus demander le label. Et dans ce cas-là, on fera un audit particulier pour vérifier le cahier des charges du label. Et là, le cahier des charges, il est accessible en ligne sur notre site ecotable.fr. Tu as des critères obligatoires que l'on va vérifier. Très bien. On va parler un petit peu des accompagnements, des formations que vous proposez aux restaurateurs avant, pendant et après l'obtention du label. Est-ce que tu peux un peu nous définir les différentes étapes par lesquelles il peut passer? Alors, les formations, déjà, elles ne sont pas forcément pour obtenir le label, hein. Les restaurateurs ne se forment pas forcément pour ça. Aujourd'hui, on fait beaucoup de formations dans les écoles hôtelières, les lycées hôteliers. Donc, c'est indépendamment d'un label, c'est pour des étudiants qui vont devenir restaurateurs. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec l'école Ducasse. On va travailler aussi avec La Source, qui est une école alternative très chouette de la restauration. Et on va travailler aussi avec quelques lycées publics hôteliers. Maintenant, c'est vrai qu'on a développé aussi un MOOC, donc une formation digitalisée, qui là, en effet, peut être intéressante pour les restaurateurs qui ont envie d'être labellisés et ne savent pas tellement comment s'y prendre, parce qu'on revoit toutes les bases de ce que c'est que la restauration durable. Et l'intérêt, c'est que comme c'est digitalisé, un restaurateur qui est dans le jus travaille beaucoup, il peut suivre sa formation un peu quand il veut. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la restauration durable? Quelles sont les choses qu'on n'apprend pas en école hôtelière, par exemple, et que vous mettez en place? Tu nous as expliqué juste avant, par exemple, l'histoire du plastique, comment on peut s'en prémunir. Est-ce que tu as d'autres exemples? Oui, oui, bah, aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si tu as un jour discuté avec des gens qui ont fait des CAP cuisine, c'est très à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on apprend les grands chefs-d'œuvre entre guillemets de la gastronomie française, mais il n'y a aucune réflexion sur la disponibilité des ressources, sur l'impact des ressources, etc. En gros, on va t'apprendre à faire un bœuf bourguignon et puis voilà quoi, tu vois. Donc nous, ce qu'on essaye de réfléchir, on essaye de reprendre la base, c'est-à-dire la base de la cuisine, c'est quoi? C'est des produits, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette. Donc comprendre comment poussent ces produits aujourd'hui, quel choix je peux faire qui a du sens. Donc dans nos formations, on va beaucoup insister sur l'impact de l'agriculture actuelle et on va faire 3 focus en gros. Un focus sur les fruits et légumes, un focus sur la viande et les produits carnés de façon générale, et un focus sur la pêche, sur les poissons, sur les coquillages. À côté de ça, on va aussi parler de la question du transport. Donc, quel est l'avantage à faire du local, à faire du circuit court, etc. Qu'est-ce qui se passe pour les produits exotiques? Donc, on va vraiment décortiquer concrètement l'impact et les choix qui peuvent être faits du côté des matières premières. Ce qui aujourd'hui commence à être pris en compte dans les écoles hôtelières, mais très peu. C'est-à-dire que nous, on travaille avec l'école Ducasse depuis 1 an. Avant, il n'y avait pas de module durabilité à l'école Ducasse, par exemple. Ferrandi, qui est une des écoles les plus connues, on a travaillé avec eux pendant 2 ans. Ils en parlent un peu, mais on n'a jamais formé les cuisiniers, par exemple. Nous, on n'a formé que ceux qui allaient devenir cadres dans des restaurants. Donc, c'est encore quand même des questions qui sont assez peu traitées. Et après, je te disais, dans nous, ce qu'on entend par la restauration durable, c'est vraiment une démarche holistique. C'est l'achat des matières premières, comme je te disais, mais c'est aussi les déchets, les ressources naturelles, etc. Donc, à chaque fois, on va vraiment leur apprendre concrètement qu'est-ce qui peut être mis en place pour avoir une restauration qui est la plus durable possible. Et les déchets, c'est encore une fois toujours le bon exemple avec le plastique. Le plastique, c'est extrêmement utilisé en restauration encore aujourd'hui. Je te parlais du film plastique, mais l'autre exemple, c'est la cuisson sous vide.
Dans beaucoup de restaurants, on met la viande sous vide dans du plastique et on cuit la viande dans une poche plastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des molécules de plastique qui se retrouvent dans la viande. Donc, on a une contamination très forte aux microparticules de plastique du client qui va manger cette viande. Et en plus, c'est quelque chose d'absolument pas durable, du plastique qui n'est pas recyclable. Et puis, on connaît toute la problématique du plastique de façon générale. Donc voilà. Et après, je te disais, on va le décliner sur tous les types de modules. Ça va être pareil pour l'eau, pour l'énergie. On va vraiment donner les clés de comment on peut réduire la consommation d'eau au restaurant, comment on peut réduire la consommation d'énergie, etc. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets là? Par exemple, effectivement, tu parles de la viande sous vide. Comment on fait alors aujourd'hui, surtout économiquement, enfin, la personne, je veux dire, qui utilise ça aujourd'hui dans son restaurant, c'est potentiellement plus facile, plus rapide pour elle. Donc du coup, elle peut avoir des peurs de changer un peu ses habitudes. Elle va se dire que c'est plus compliqué, ça va me coûter plus cher, etc. Est-ce que tu peux donner un peu des solutions ou comment ça marche? Ouais, déjà, nous, ce qu'on dit, c'est que tout dépend de la personne que l'on a en face de nous. Si on a quelqu'un qui veut créer un restaurant, on lui dit dans ce cas-là, intègre les questions de durabilité dès le début dans ton business plan. Si un restaurant qui est déjà créé, on lui dit ne change pas tout radicalement. Tu vas te perdre, ça va être compliqué. Choisis, fais les choses par étapes. Intègre ton équipe parce qu'il faut que l'équipe soit aussi mobilisée. En plus, encore une fois, ça permet de fidéliser les équipes qui se sentent dans un projet plus large que celui du restaurant. Donc, mobilise les équipes et rends-toi compte des échelles de valeur. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Et donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant à modifier en premier versus la contrainte? Qu'est-ce qui va être plus difficile à prendre en compte? Donc nous, une fois qu'on fait d'ailleurs notre audit environnemental, on leur donne un plan d'action, court terme, moyen terme, long terme. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est de chiffrer concrètement en termes d'impact carbone, mais pas seulement, puisque nous, on ne parle pas que d'impact carbone, on parle de biodiversité aussi et des autres impacts comme celui de la santé, de chiffrer concrètement ce que va amener en externalité positive le fait de modifier telle ou telle pratique. Donc, par exemple, il y a beaucoup de croyances du côté des restaurateurs sur le fait qu'il faut faire du local. Et de manière générale, dans la population française, tout le monde veut manger local. Et on veut manger local plus que manger bio, par exemple. Donc on veut manger local même si c'est de l'agriculture conventionnelle ou de l'agriculture intensive. Nous, on se bat avec ce principe-là. On dit aux restaurateurs, non, en fait, 70% de l'impact de ce que tu mets dans l'assiette, c'est le mode d'agriculture. 70%. Là, le transport, c'est entre 17 et 19%. Donc, va plutôt un peu plus loin, dans le sud de la France, même peut-être en Espagne ou en Italie, mais choisis une agriculture qui est durable. C'est bien plus intéressant. Et ça, ensuite, du coup, en tout cas, pour pas en effet qu'il se trouve à devoir tout modifier, on le fait petit à petit par étapes. La question de la poche plastique, en effet, si depuis le début, ils sont habitués à sortir des poches plastiques, les mettre dans l'eau bouillante et ensuite mettre dans l'assiette, ça va être compliqué, on va pas se mentir. On va falloir radicalement changer les process. Après, nous, on est là pour accompagner ça. Et ça doit se faire par étapes. Peut-être qu'on va pas modifier, on va passer d'abord à des poches qui sont faites dans d'autres matières. On peut réduire la quantité de poches plastiques qui va être utilisée. Nous, pour la cuisson sous vide, ceux qui tiennent vraiment à la cuisson sous vide, on leur dit prenez de la matière végétale, des feuilles de figuier, des feuilles de bananier qui vont pouvoir avoir le même effet. Voilà, mais là, toi, l'exemple que tu m'as donné, j'ai l'impression que tu m'as donné l'exemple d'un restaurateur qui ne fait pas du fait maison, en fait, qui prend des trucs, qui le met. Là, on est dans un cas extrême où je ne vais pas te mentir, faut changer le paradigme, donc c'est pas évident. Ouais, je prends un autre exemple, hein. J'ai discuté avec un restaurateur qui fait du local parce que, comme tu disais juste avant, il faut faire du local parce que le local, c'est ce que les gens veulent et c'est super bon. Et bon, bref, tu l'as très bien expliqué. Et qui me disait qu'il est obligé d'utiliser aujourd'hui, par exemple, du sirop de glucose dans ses desserts à la place du sucre parce que c'est moins cher, parce qu'au niveau de la texture, ça rend mieux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette personne?
C'est fascinant de dire le mot obligé quand même dans l'utilisation de ça. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bah, on peut lui parler de la santé. Moi, j'ai l'impression que les gens qui sont pas très sensibilisés aux enjeux environnementaux, ce qui leur parle, c'est la santé. Et nous, on le constate avec notre audience, notamment sur Instagram. On a fait des millions de vues avec une vidéo sur le pain. Tu vois, sur l'impact du pain, notamment sur ta glycémie. On s'y attendait pas beaucoup. Donc, la santé, ça parle à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? L'environnement, pas encore, mais la santé, ça parle à tout le monde. Donc, le sirop de glucose, c'est parfait pour ça. Le sirop de glucose, ça fait partie de ces produits ultra transformés qui ont des effets néfastes, on le sait, sur notre santé de façon globale, qui vont avoir un effet addictif en plus d'être problématique environnementalement. Donc voilà, je pense que c'est le seul argument qu'on peut lui donner. Après, oui, ce sera pas la même chose d'utiliser du sucre et encore, mais voilà, je n'ai pas d'autres arguments à part cet argument santé. Je vais y revenir, j'en profite juste pour parler d'un épisode que j'ai enregistré avec Adriano Farano de la boulangerie Pane et Vivo sur Paris. Donc, chers auditeurs, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est un pain au blé ancien fait à la levure, pas la levure boulangère, la vraie levure, au levain, pardon. Et qui est vraiment à faible indice glycémique. Enfin, allez écouter l'épisode, c'est hyper intéressant. Il a reçu là récemment le label, je ne sais plus précisément, mais allez voir, c'est l'épisode numéro 41, c'est extrêmement intéressant en tout cas. Je reviens du coup sur cette histoire de sirop de glucose. En fait, il m'expliquait que il y a le prix que le client est prêt à payer face aux concurrents, par exemple, du secteur. Tu vois. Par exemple, lui, il me disait que son menu était à 18 ou 20 euros, par exemple, le midi, et que il veut bien utiliser, par exemple, plus de vrai sucre ou même du sucre de canne ou du sucre bio, mais le problème, c'est qu'il va devoir augmenter ses prix, et par rapport aux concurrents qui sont juste en face de lui ou à côté du même secteur, en fait, il ne peut pas augmenter son menu parce que sinon les gens ne viendraient plus. Alors, j'ai le meilleur contre-argument. Je ne sais pas où était situé ton restaurateur. Est-ce que tu connais le restaurant Paloma à Paris? Non, pas du tout. Bah, un jour, si tu as l'occasion d'y aller, vas-y. Le menu midi, c'est 16 euros. Entrée, plat, dessert, 16 euros, qu'avec des produits durables. OK? Donc, évidemment, il n'y a aucun sirop de glucose. C'est incroyable. Et ils sont à Paris. Alors, certes, ils sont dans le 20e, mais ils sont à Paris. Donc, déjà, il y a le fait que si tu réfléchis à tout ce qu'on a dit sur le gaspillage alimentaire, sur la consommation d'énergie, que tu choisis bien tes produits parce que tu fais du circuit court, que tu fais moins de viande, etc., tu te retrouves avec des coûts en moins, de toute façon. Et ensuite, l'autre argument, il y avait un autre argument que ça? Non. Ok. Non, bah voilà, c'était. Et puis, ah oui, si, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite, on sait que de toute façon, il y a un consentement à payer, et ça, il y a de nombreuses études qui l'ont montré. Il y a un consentement à payer plus élevé chez les clients quand on sait que c'est utilisé, que c'est des bons produits, qui sont frais et que c'est du fait maison et avec, voilà, qui va respecter la santé de la personne qui le mange. Ouais, je suis vraiment d'accord. En fait, lui, sa peur, c'est juste qu'il ait plus de clients et que, en fait, le consommateur n'arrive pas à voir la valeur qu'il y a derrière. Mm. Euh, Après, c'est à lui et de communiquer sur cette valeur. mm, tout à fait. Merci pour ces explications. Concernant le label, combien de temps le restaurateur garde le label? Est-ce qu'il le garde juste une année et du coup, il faut renouveler chaque année ou est-ce qu'il le garde plusieurs années? Il le garde juste un an, en effet, pour la simple et deux raisons à cela. La première, c'est une question de transparence. C'est qu'on veut être sûr que nos restaurateurs répondent toujours au cahier des charges du label. Donc, on va revérifier. C'est pour nous hyper important au regard des clients qui se fondent sur ce label. Et ensuite, au regard aussi du fait qu'on a une mission d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les restaurateurs tout seuls pendant un an. On ne fait pas un audit et on les revoit l'année suivante. Non, pendant l'année, le but, c'est de les accompagner. On fait des événements tout au long de l'année. Il y a plein de projets en commun. On les met dans plein d'initiatives, etc. Donc, le but, c'est de voir les progrès au bout d'un an. Est-ce que au niveau des formations, du coup, on a parlé de tout ce qui est gaspillage alimentaire, le plastique. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous abordez dans vos formations?
Oui, bah, en fait, c'est les thématiques dont je t'ai parlé au début. Alors, tout dépend. En fait, les formations sont sur mesure. Donc, il y a des restaurateurs, ils vont décider de former leurs équipes que sur la partie approvisionnement, par exemple, d'autres que sur la partie déchets. En général, les deux modules qui sont le plus pris, c'est l'approvisionnement et les déchets. Parce que les déchets, il n'y a aucun restaurateur que ça ne gêne pas. De façon générale, même ceux qui ne sont pas tellement engagés, quand même, ils savent que c'est pas normal d'avoir autant de déchets. Donc ces deux modules, c'est ceux qui sont les plus pris. Mais nous, ce qu'on offre comme module, c'est donc l'approvisionnement, la carte, une fois que tu as compris comment ton approvisionnement fonctionnait, comment tu établis ta carte et tu fais fonctionner, tu la mets en avant justement par rapport à ton restaurateur pour qu'elle soit la plus attrayante et tu la construis de façon plus intelligente. On a un module ensuite qui est un focus sur la santé. Santé du collaborateur qui travaille en cuisine, celui qui travaille en salle, mais aussi évidemment du client. Ensuite, on va avoir donc déchets plastiques, mais aussi gaspillage alimentaire, verre, carton, etc. On va avoir les ressources naturelles, l'eau et l'électricité. On va avoir le non-alimentaire, donc matériaux, textiles, produits d'entretien. On va avoir la communication et on va voir enfin l'étiquette sociale. Oui, c'est vraiment complet, quoi. Et après, du coup, chaque restaurateur peut choisir ce qu'il veut en fonction de ses besoins propres. Exactement. Après, il y a un minimum, pour ceux qui veulent pouvoir bénéficier des aides de l'OPCO pour pouvoir financer la formation, il y a un minimum d'heures à prendre, mais voilà. Et là, du coup, c'est chaque formation a un prix spécifique et une durée spécifique, ou c'est compris dans la tarification annuelle? Non, c'est pas compris dans la tarification annuelle. Dans la tarification annuelle, il y a l'accès à la plateforme et sur la plateforme, il y a plein de choses pour se former. Il y a plein de ressources pour se former soi-même. Mais si on fait venir quelqu'un d'écotable dans son restaurant pour former l'ensemble des équipes, ça c'est en plus. Par contre, c'est pris en charge par les OPCO. Très bien. Euh, Comment est-ce que toi, tu pourrais dire comment on choisit un produit qui est à la fois est gustativement bon et également écologiquement responsable? J'ai pas compris ta question. La question, c'est comment aujourd'hui un restaurateur il fait pour choisir de bons Ah, produits qui soient à la fois bons pour le client et également écologiques pour baisser ses coûts, quoi. bah nous, on croit beaucoup que ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est quoi un produit écologiquement responsable? Je te donne mon produit idéal. Mon produit idéal, c'est un produit avec des semences anciennes. Donc, ce n'est pas des semences hybrides, c'est des semences anciennes qui vont permettre d'avoir un produit différent, nutritivement intéressant et qui a nécessité beaucoup moins de produits phytosanitaires en manière générale. Donc, c'est des semences anciennes. C'est un produit qui est de saison, donc pas de serre chauffée, qui a poussé naturellement. C'est un produit sans intrants chimiques, donc sans engrais de synthèse et sans pesticides de synthèse. Donc, si tu réponds à ces trois critères, pour moi, tu as un produit qui est nécessairement gustativement hyper intéressant. Tu vas pas avoir une tomate qui a poussé sous serre au mois de décembre et qui a un goût de concombre, et encore, je suis gentille. Donc, on va retrouver en fait le vrai goût des choses. Donc, dans ce cas-là, si un restaurateur fait l'effort de se fournir de ce type de produit, ça peut être que bon dans l'assiette parce qu'en fait, la carotte, elle a un vrai goût de carotte, la tomate, elle a un vrai goût de tomate, la courgette, elle a un vrai goût de courgette. Et donc, je reprends les mots d'un chef marseillais avec qui on travaillait, Valentin Farelli, que tu connais peut-être parce qu'il a fait Top Chef, qui disait en fait, moi quand j'achète ce type de produit, j'ai quasiment pas de travail de transformation. En fait, je disais j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ce produit parce que c'est naturellement bon dans l'assiette, donc je vais essayer de le sublimer, mais je vais pas tant le transformer que ça. Mais moi, je veux manger une tomate en hiver. Eh ben, tu viens pas dans un resto écotable. Euh, et le quatrième point, du coup, c'est que vous mettez en avant les restaurants qui sont labellisés. Alors, comment ça se passe, ça? Comment on recherche ces restaurants-là?
Attends, juste parce que moi j'ai eu un appel et ça m'a fait bloquer parce que j'ai un rendez-vous après et je croyais que j'avais raté le rendez-vous, mais normalement c'est bon, c'est à 17h. Tu peux me rappeler ta question? Je disais, et du coup, le quatrième point, c'est que vous mettez en avant les restaurants qui sont labellisés. Comment ça fonctionne là? Comment on fait pour les chercher, ces restaurants-là? Eh ben, vous allez sur le site ecotable.fr. Sur le site ecotable.fr, ça fonctionne vraiment comme un guide gastronomique, c'est-à-dire on peut se géolocaliser pour voir les restaurants autour de soi. On peut chercher par ville, par rue, par code postal. On peut chercher aussi par envie. Est-ce qu'on veut un restaurant végétarien? Est-ce qu'on veut un restaurant locavore? Est-ce qu'on veut un type de cuisine aussi particulier, de la cuisine italienne ou je sais pas. Et on peut aussi, alors je sais qu'aujourd'hui les gens choisissent quand même beaucoup moins leur restaurant sur ce critère-là, mais c'est aussi sur la devanture des restaurants. Donc quand on cherche un restaurant et qu'on se balade, et ben, on peut pouvoir identifier les restaurants. Il y a un écusson écotable ou une plaque écotable sur le restaurant. Après, ça dépend où vous êtes, je vais être honnête. C'est-à-dire si vous êtes à Paris, il y a plus d'une centaine de restaurants qui sont labellisés écotables. Si vous allez à Strasbourg, il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez combien aujourd'hui de restaurants qui sont labellisés? Labellisés 250, je crois, Ok. si je ne me trompe pas. Ouais, à peu près 250. Au niveau des restaurateurs, c'est quoi un peu le défi, vraiment le principal défi qu'ils rencontrent lorsqu'ils veulent effectuer cette transition vers de meilleurs produits, vers cette transition écologique? Euh, Tu veux dire qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre? Ouais, c'est ça pour eux, ouais. Ou alors peut-être Ouais. plutôt la première chose qui devrait, alors la chose la plus peut-être facile à mettre en œuvre, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent et des personnes qui veulent monter un restaurant, qu'est-ce qui devrait, par quoi ils devraient commencer pour faire les choses correctement? Ok, alors c'est pas la même chose pour moi par quoi ils devraient commencer et quelle est la plus facile. La plus facile pour tous les restaurateurs, c'est qu'il y a des choses que l'on peut faire qui coûtent zéro argent, qui nous fait économiser aujourd'hui. Ces choses, c'est notamment sur l'énergie et sur l'électricité. Il y a des mesures que l'on peut prendre pour réduire sa consommation, ce qui est déjà écologique et qui va faire gagner de l'argent aux restaurateurs, et ça, tout le monde devrait le faire. Pareil pour le gaspillage alimentaire. Tout le monde devrait analyser ses retours d'assiette pour éviter ce gaspillage alimentaire, organiser sa chambre froide, organiser ses frigos pour qu'il y ait une réduction de ce gaspillage alimentaire. Ça, c'est des choses qui sont en fait assez faciles à mettre en œuvre et qui peuvent immédiatement avoir des bénéfices. Maintenant, un restaurateur, en revanche, qui veut créer son restaurant, par quoi il veut commencer? Je pense que la chose par laquelle il devrait commencer, et en plus c'est en général ce qu'il préfère, c'est qu'est-ce qu'il va mettre dans son assiette. Et ça, pour moi, s'il y a un paradigme à changer dans la plupart des restaurateurs, c'est de dire, OK, on va faire un menu en fonction de ce qui est disponible, en fonction des étals du marché. On ne va pas faire un menu à l'avance. Si on fait un menu à l'avance et qu'on cherche les produits, surtout avec les changements climatiques et avec les saisons qui sont un peu bordéliques, on va se retrouver forcément avec des produits plus chers parce qu'on va se retrouver à des moments où c'est pas trop la saison ou en tout début de saison. Donc en fait, ça va être beaucoup plus cher. Ça va être plus difficile à trouver, évidemment, et ça va être aussi moins goûtu qu'un produit en pleine saison. Donc, travailler avec la disponibilité, c'est s'assurer d'un produit qui est en principe bien plus durable et aussi bien moins cher pour le restaurant. Et ensuite, bah, par rapport à ça, le travail, ça va être d'identifier les bons fournisseurs. Et nous, c'est ce qu'on dit, aller voir notre annuaire pour trouver les bons fournisseurs. Essayez de vous passer de ces gros grossistes qui, certes, vous facilitent la vie, mais ne font pas beaucoup de durables, pour ne pas les nommer, mais tu dois les connaître, et tout le monde doit les connaître. Essayez plutôt de travailler en direct, c'est bien plus satisfaisant, vous connaissez vos producteurs. Et il y a des gens qui ont déjà fait ce travail, en fait, d'aller sourcer tous ces produits. Je prends l'exemple à Paris, on a Terroir d'Avenir qui a déjà fait le travail d'aller chercher pour les restaurateurs les pépites de la restauration. Bah, pourquoi ne pas directement aller vers eux? On ne se pose pas la question de la saison parce qu'ils nous envoient des mercuriels toutes les semaines, on sait exactement ce qui est disponible et on peut faire quelque chose de plus durable comme ça. Aujourd'hui, on voit pas mal de restaurants qui commencent à pousser un peu de partout avec des concepts un peu plus farfelus les uns que les autres. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe au niveau écologique parce que les produits
qui vont chercher ne sont pas du tout durables et ils essaient juste de surfer sur une tendance. C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais. Franchement, tu sais, là, je reviens de l'Italie où j'ai passé des vacances parce que je suis d'origine italienne et bref, je suis allée voir ma famille et je me disais, ils ont une force, les Italiens, c'est qu'ils sont complètement inertes à ça. C'est-à-dire que tu vas pas trouver un putain d'avocado toast en Italie ou un Pokéball. Non, les Italiens, ils mangent la même chose depuis des centaines d'années. C'est fascinant. Et je trouve ça hyper enthousiasmant d'un côté, tu vois. Et donc, oui, non, moi, ça m'énerve, hein. Après, ça dépend du concept. Il y a des concepts qui sont plus ou moins durables, mais j'avoue que je n'y vois pas l'intérêt. Et en plus, si ça n'est pas du tout durable, et le Pokéball, c'est vraiment, je pense, le pire de ce que l'on peut faire aujourd'hui, avec des produits, des produits issus de la pêche qui sont loin d'être durables, alors qu'on a un océan qui est particulièrement fragilisé. Non, enfin, et puis, voilà. Non, je serais, ça me déprime. Je pense aussi aux petits restaurateurs qui peut-être veulent faire mieux, mais ils ont peur ou c'est difficile. Là, s'ils viennent sur la plateforme, pour 1000 euros, tu as dit à l'année, ils peuvent déjà arriver à faire quelque chose, je vais Bien dire de sûr. bien, mais je veux dire pour les aider à rentabiliser en fait cet investissement de 1000 euros. Bien sûr. Alors nous déjà, on a fait des analyses sur le nombre de clients qu'on importe et aujourd'hui, a priori, on est largement positif, hein. Un restaurant qui rejoint Écotable a un apport de clients supplémentaire qui fait qu'il rembourse largement son abonnement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, oui, on va pouvoir faire des choses. En plus, c'est une vraie communauté, donc on va être en relation avec d'autres restaurateurs qui font des choses. On va cuisiner dans des événements. Nous, depuis l'année dernière, on fait un grand événement annuel qui s'appelle, je sais pas si tu entends derrière, il y a un avion. Tu veux attendre ou pas? Non, c'est bon, Non, c'est bon. j'entends pas. Ok. Ok. Depuis l'année dernière, on fait un grand événement qui s'appelle le Palmarès Écotable. Cette année, ça va s'appeler le Festival Écotable. Ça va être sur 2 jours. On va faire cuisiner nos chefs, les valoriser, etc. Voilà. Le but, c'est encore une fois, c'est que ces chefs qui se démarquent, qu'ils soient mis en avant. Donc, on peut faire des choses et en plus, on est convaincu qu'il y a un retour sur investissement. Et pour toi, quel est le rôle des grandes chaînes de restauration? Est-ce que c'est à eux d'abord entre guillemets, de montrer l'exemple parce qu'ils ont plus de moyens ou au contraire, vu qu'ils sont tellement, je vais dire, gros, c'est beaucoup plus difficile pour eux de mettre tout ça en place parce qu'ils ont déjà un peu des process en place? Bah, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que ils ont les moyens de prendre des risques et ça, il faut qu'ils prennent les risques. Et en même temps, on sait ils ont une réactivité qui est lente. Moi, je pense que ces gros ne bougent pas sans la loi. Et en soi, la loi, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que moi, je continue aussi mes activités en tant qu'enseignante-chercheuse à l'université sur ces questions-là. C'est que la loi, elle les fait bouger. On l'a vu encore une fois avec McDonald's. S'il n'y avait pas eu la loi AGEC qui avait obligé McDonald's à faire du dur, McDonald's ne ferait pas du dur aujourd'hui. Et nous, sincèrement, les gros avec qui ils travaillent nous disent, en fait, moi, quand j'identifie un risque législatif de je vais devoir le faire, je le fais. Et sinon, je le fais pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de raison de le faire. Ça marche pas, ça marche bien en termes de business, donc je vais pas le faire. Donc tant que, et c'est en ça d'ailleurs que c'est le consommateur, il a un pouvoir limité, c'est que déjà, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix de ce qu'ils mangent. Et en plus, il y a un marketing aujourd'hui qui est fait de manière à ce qu'on ait envie de manger des trucs qui soient pas forcément écologiques et sanitairement intéressants. Donc, euh, donc, oui, je pense qu'ils ont indispensablement un rôle à jouer parce que c'est eux qui ont le plus d'impact et que la seule façon de les faire bouger, c'est par la loi. Moi, ce qui me dérange avec cette histoire d'écologie, c'est qu'en fait, on met souvent, même toujours en avant l'aspect écologique, alors que pour moi, on devrait plutôt mettre en avant l'aspect plutôt du goût ou ouais, l'aspect des saveurs. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on choisit un produit qui finalement n'a pas été cultivé sous serre et qui est bio, ben, il y a tellement plus de saveurs qu'un produit qui est conventionnel et où le goût est vraiment bateau. Donc il faudrait plus se dire, est-ce que j'ai envie de me faire plaisir avec des vraies saveurs, un vrai goût, ou de manger quelque chose de bateau avec peut-être plein d'exhausteurs de goût juste pour Ouais, avoir cette saveur en plus, quoi.
Mais ça marche pour toi qui as envie de te faire un bon restaurant, mais pour les gens qui ont envie d'aller au McDo, typiquement. Le McDo, il a le même goût dans toutes les franchises, peu importe les produits qui sont utilisés, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en ça que McDo a une responsabilité à réduire son impact, parce que l'impact de McDonald's est extrêmement fort aujourd'hui et que la question du goût ici, elle rentre pas en compte malheureusement, parce que en fait, c'est un goût bateau, quoi. Ouais. C'est quoi les prochains objectifs pour Écotable? Bah, de mieux quadriller la France, comme je te disais, à des régions dans lesquelles on est moins présente. Pour cela, on essaye de faire des partenariats avec les collectivités, les villes. Donc aujourd'hui, on a un partenariat avec Marseille, avec Lyon, avec Bordeaux, avec Angers, mais on essaye de le développer de façon générale et de s'internationaliser. On commence à travailler avec la Suisse, donc on espère que ça va continuer, et avec la Belgique. Donc d'abord les pays francophones, et puis après, pourquoi pas d'autres pays. Super. On arrive tout doucement aux dernières questions de l'épisode. Pour toi, c'est quoi bien manger? Ta propre définition du bien manger? Bah, je vais peut-être un tout petit peu me répéter, mais pour moi, bien manger, c'est manger une nourriture qui répond aux limites planétaires, qui est bonne pour la santé et qui me fait plaisir en termes de goût. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les limites planétaires, j'ai enregistré un épisode avec Jacques Barrault de Grain de Sail, où il développe vraiment plus toute la partie des limites planétaires. Donc, vous pourrez aller écouter l'épisode, ça doit être le numéro. Alors, au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti, mais ce sera sûrement le 55 ou le 56e épisode. C'est quoi ton petit plaisir alimentaire, ta petite collation, ton snack favori? Ça peut aussi être un plat ou un simple aliment. Ce que je préfère, Ouais, ou ton petit plaisir à toi, ouais, ce que tu préfères. ça peut être un plat, hein. Ouais, ouais, Je pense des falafels. ok. J'aime parce que bon, on est typiquement pour moi sur un produit, tu vois, qui répond au bien manger, dans mon sens. C'est-à-dire, on est sur des fèves ou des pois chiches, donc des légumineuses. Les légumineuses, c'est une magie agronomique, hein. Ça pousse sans engrais et ça donne de l'engrais au sol, donc c'est absolument génial. Nutritionnellement, c'est hyper intéressant. On va rajouter plein d'herbes, donc du coup, ça va donner beaucoup aussi de saveur et de vitamines, hein. On oublie parfois, mais dans le persil, il y a plus de vitamines que dans n'importe quel autre aliment. Et il y a le côté frit qui est un peu le côté du coup hyper réconfortant du falafel. Ah, on a ce côté extérieur croquant et puis le fondant une fois qu'on a croqué dedans et qu'on commence à mâcher. Ouais, je vois parfaitement, ça donne l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Si on veut un petit peu plus d'écotable, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, évidemment, sur notre site internet ecotable.fr, sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller suivre Ecotable sur Instagram, sur LinkedIn aussi. On a aussi un compte TikTok pour ceux qui sont sur ce réseau social. Et puis après, on fait des événements. Donc, on fait beaucoup d'événements pro parce qu'on anime beaucoup notre communauté de restaurateurs. Mais on va faire aussi un événement grand public en mai prochain à Paris, qui s'appellera donc le festival Ecotable. Donc, venez nous rencontrer, venez nous voir et venez découvrir cette gastronomie engagée. Alors le site c'est ecotable, ecotable.fr. En tout cas, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup Fanny pour ton temps, pour toutes tes Merci explications et Mehdi. puis pour ton travail qui est vraiment, enfin c'est vraiment chouette en tout cas. Quand on va sur le site internet et qu'on recherche un restaurant, c'est fluide, c'est simple, et puis ben, ça permet de manger correctement et de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Comme tu l'as dit au début de l'épisode, bah, c'est important parce que ça commence d'abord par le champ et bien entendu, bah, ça finit dans l'assiette. Donc, on doit faire les bons choix aussi bien pour notre santé que pour ceux de notre famille ou du voisin, quoi. Exactement. Merci à toi Mehdi. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.